Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'élargissement de la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies au cœur du débat en Afrique. 70 ans après la création de cet organe, aucun pays du continent africain n'est encore membre permanent. Le bilan au Sénégal du plan Sénégal émergent, un plan engagé depuis 2014 par le président de la République Macky Sall qui vise l'émergence d'ici à 2035. Nous verrons l'action de la présidence sur la question notamment de l'accès à l'eau. Le laboratoire Pharma5, fleuron de l'industrie pharmaceutique africaine, le laboratoire marocain vient d'inaugurer dans la région de Casablanca une unité pharmaceutique industrielle digitalisée, une première sur le continent. Il est urgent de rendre des comptes pour mettre fin à cette impunité généralisée, alerte un rapport de l'ONU au sujet du danger auquel sont exposés les migrants présents en Libye, dans les centres de détention et dans les camps de migrants. Des cas d'esclavage, y compris sexuel, ont été constatés par des enquêteurs de l'ONU en Libye, des détentions arbitraires, des meurtres, la pratique de la torture, des viols, mais aussi des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées. Ce sont les conclusions du groupe d'experts chargé d'évaluer la situation des droits de l'homme dans ce pays. La mission qui fait état de crimes contre l'humanité a annoncé son intention de partager ses conclusions avec la Cour pénale internationale. La composition actuelle du Conseil de sécurité de l'ONU continue de faire l'objet de critiques. Les gouvernements africains appellent régulièrement à des réformes de grande envergure de l'institution, car sur un conseil de 15 membres, dont 5 permanents, pourvus du droit de veto, l'Afrique ne dispose que de 3 sièges non permanents. Les pays africains militent depuis des années pour l'obtention de 2 sièges permanents. Corinne Kamsueoni. Les leaders africains réclament 2 sièges permanents avec droit de veto et 2 sièges non permanents supplémentaires au Conseil de sécurité des Nations Unies. Afin de renforcer ce plaidoyer, le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, David John Francis, a été reçu en audience par le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba. Parmi les sujets abordés, la conférence du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Pour le ministre David John Francis, par ailleurs coordonnateur du dit comité, les travaux prévus à Libreville doivent permettre d'avancer avec ce plaidoyer. The wish is that the President of the Republic of Gabon, His Excellency President Ali Le souhait est que le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, ait l'amabilité de co-organiser le sommet du C10+ ici à Libreville pour discuter de la manière dont le continent peut progresser, de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour répondre à l'injustice historique qui a marginalisé l'Afrique. Il s'agit donc d'une occasion unique pour la République gabonaise d'accueillir ce type de sommet qui se concentre sur la promotion de l'Afrique sur la scène mondiale. Je suis donc très heureux d'être ici, au nom de son Excellence, le président de la Sierra Leone. Sur les 193 pays membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, le continent africain compte 54 nations, une part importante de l'effectif et qui, selon les leaders africains, justifie une meilleure présence dans les plus hautes instances décisionnelles. Par ailleurs, les défis et enjeux liés à la paix et à la sécurité en Afrique exigent désormais que l'Afrique puisse faire entendre sa voix. Lors de la 10e réunion ministérielle du comité des 10 qui s'est tenue à Kintele au Congo au mois de janvier 2023, le président congolais Denis Sassou Nguesso a souligné l'importance d'une réelle diversité dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Acteur majeur sur la scène internationale, l'Afrique doit faire valoir ses droits et devoirs au sein des Nations Unies, d'où l'urgence d'instituer un Conseil de sécurité réformé et rénové, plus transparent, plus démocratique et plus représentatif de la diversité culturelle mondiale. À ce sujet, en lien avec la Convention des Nations Unies de 2005, cette revendication induit pour l'Afrique l'espoir de voir une ou 2 langues authentiquement africaines faire leur entrée
aux Nations Unies comme langue de travail. À titre de rappel, le comité des 10 est constitué de l'Algérie, de la Guinée équatoriale, du Congo, de l'Ouganda, du Sénégal, de la Libye, du Kenya, de la Zambie, de la Namibie et de la Sierra Leone, des pays mandatés par l'Union africaine pour négocier la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Assurer l'accès à l'eau potable à tous reste un grand défi, particulièrement en Afrique où les inégalités sociales se traduisent également dans l'accès à l'eau. En Afrique subsaharienne, seulement 24% de la population a accès à une source sûre d'eau potable et aux installations sanitaires de base. Gros plan sur la situation au Sénégal et les réponses de la présidence. C'est un sujet signé Joël Ballot. Président de la République du Sénégal depuis 2012, Macky Sall est reconnu pour son engagement en faveur du développement de l'Afrique. En marge de la célébration des 63 ans d'indépendance du Sénégal, le 4 avril 2023, le président Macky Sall s'est vu décerner le prix du leadership pour la sécurité de l'eau en Afrique à l'occasion de la conférence de l'ONU sur l'eau qui s'est tenue du 22 au 24 mars 2023 à New York aux États-Unis. Ce prix reconnaît nos efforts pour l'accès universel à l'eau et le rôle de notre pays au 19e Forum de l'eau dans la mobilisation de la communauté internationale pour une meilleure prise en charge de la gestion des ressources hydrauliques. Entre février 2022 et février 2023, le président Macky Sall était à la tête de l'Union africaine. L'année 2022 étant placée sous le signe des questions nutritionnelles, il s'est engagé en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique. Lors de la deuxième conférence de Dakar sur l'agriculture et la sécurité alimentaire qui s'est tenue du 25 au 27 janvier 2023 au Sénégal, il a appuyé les dirigeants africains pour la signature des accords de financement d'une valeur de 36 milliards de dollars pour la stimulation du secteur agricole. L'Afrique doit apprendre à se nourrir par elle-même. Nous en avons le potentiel. Nous sommes 1,4 milliard d'habitants, établis sur plus de 30 millions de kilomètres carrés, avec plus de 60% des terres arables non exploitées de la planète. Pour transformer notre potentiel en réalité, il nous faut allouer au moins 10% du budget national au secteur agricole. En février 2023, lors du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique, le président Macky Sall a dénoncé le coût élevé des infrastructures. De plus, il estime que le déficit en infrastructures reste très élevé malgré la disponibilité d'abondantes sources d'énergie qui aident à éclairer le monde. Le plan Sénégal émergent, un plan pensé sur 20 ans avec des objectifs bien précis, un taux annuel de croissance du PIB de 7 à 8% et l'émergence du pays en 2035 à travers une transformation structurelle de l'économie, notamment par le développement de secteurs à haute valeur ajoutée. Et à un an de la fin du second mandat du président Macky Sall, quel bilan pour cette stratégie lancée depuis 2014? Élément de réponse dans ce sujet de Nathalie Mouffe. En 2023, le Sénégal achève l'implémentation de la deuxième phase du plan Sénégal émergent PSE. De 2014 à 2022, le PSE a permis d'atteindre des résultats probants pour asseoir les fondements de l'émergence macroéconomique du pays. S'étant fixé autour de 6% pendant les 5 dernières années, la croissance du Sénégal pourrait s'établir à 9,2% de moyenne annuelle en 2023 et 2024, selon des perspectives de la Banque mondiale. Notre économie reste résiliente. Le classement de World Economics, qui fait autorité en matière de données statistiques, reconnaît en effet le Sénégal comme pays à la croissance la plus régulière sur la décennie 2011-2021. Le Sénégal a mis en œuvre des projets structurants destinés à améliorer la productivité et la compétitivité. Des chantiers infrastructurels dont le bilan annoncé par le gouvernement sénégalais fait état de la construction de 150 km de linéaire routier en 2022. Dans le domaine énergétique, le réseau électrique national s'est enrichi de 250 MW pour une production nationale de près de 1800 MW. Une amélioration de la fourniture énergétique au Sénégal basée sur l'exploitation des réserves gazières du pays, estimée à près de 1000 milliards de mètres cubes. Cette année,
nous avons achevé des projets emblématiques comme la première phase du TR, le stade Abdoulaye Wade, le pont Nelson Mandela de Foundiougne et celui de Marsassoum, l'autopont de Keur Massar, les axes routiers Tambacounda, Goudiri, Kidira et Louga, Dara, entre autres. Au total, 60 chantiers d'infrastructures sont actuellement en cours d'exécution, mettant à contribution le secteur privé national et une main-d'œuvre intensive. Autre domaine prioritaire visé par le PSE, l'agriculture, qui affiche aussi des performances positives avec la demande nationale couverte sur 8 mois pour l'oignon et la pomme de terre en 2022. Le gouvernement a cependant regretté que le secteur éducatif reste à la traîne dans le pays où le taux d'alphabétisation est inférieur à 50%. Dans l'actualité également, la mise en service ce lundi en Centrafrique de la centrale solaire de Sakai qui se trouve à 10 km de la capitale Bangui au sud du pays. Cette infrastructure a pu aboutir grâce au soutien de la Chine. C'est en 2020 que la construction de cette centrale a démarré. Une centrale qui fournit actuellement 15 kW d'électricité qui vise à travers terme participer à la réduction du déficit énergétique. Une unité pharmaceutique industrielle digitalisée vient d'être inaugurée dans la région de Casablanca au Maroc par le laboratoire marocain Pharma 5, une première sur le continent africain. Cette unité est spécialisée dans la production de médicaments génériques, ce qui permet au groupe marocain de consolider son statut de leader sur ce segment du générique, tant sur le marché intérieur qu'au niveau de l'export. Marie-Raphaël Antolo. Le laboratoire marocain Pharma 5 a inauguré le mardi 21 mars la première usine pharmaceutique entièrement digitalisée d'Afrique. Dénommée Smart Factory, cette usine devrait, selon des sources marocaines, permettre au groupe pharmaceutique spécialisé dans les médicaments génériques de multiplier par 5 ses capacités de production. Par ailleurs, cette usine a été mise en service dans le but de faire du Maroc la première puissance pharmaceutique de la région, avec une bonne ouverture à l'international. C'est un projet qui est citoyen. Smart Factory 4.0, c'est d'une intelligence inouïe. Ça permettra bien sûr d'accélérer la production de médicaments, mais aussi en gardant bien sûr une responsabilité sociale et sociétale, parce que ça crée aussi de l'emploi. Et ça nous permet aussi de s'atteler sur la question du générique. Nous sommes aujourd'hui à la rentrée en vigueur de la génération de la couverture médicale, comme Sa Majesté le souhaite et le recommande, mais cette souveraineté nécessite quand même des éléments d'accompagnement. Parmi les éléments d'accompagnement, c'est la politique médicamenteuse. Bien sûr, c'est l'encouragement du Made in Morocco, l'encouragement du générique pour pouvoir soutenir cette couverture médicale, cette assurance maladie, pour le bien, bien sûr, des ménages et des usagers. Cette première usine pharmaceutique du continent est, selon le groupe Pharma 5, pensée dans un écosystème d'innovation unique en son genre qui place l'agilité au cœur de tout le processus de conception et d'exploitation grâce à la digitalisation des processus combinée à la robotisation de certaines opérations. L'usine, selon le groupe, se distingue par sa capacité à intégrer toutes les avancées technologiques à venir, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les coûts de construction de cette usine ont été évalués à 29 millions de dollars. C'est une première en Afrique, c'est la première usine 4.0 du continent. On parle d'usine intelligente parce que c'est la nouvelle révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on est en présence d'objets interconnectés. On traite d'énormes data, donc on est dans le big data et on est dans une usine qui est complètement monitorée à distance grâce à des capteurs qui sont installés à la fois dans les locaux et à la fois dans les équipements pour monitorer, assurer la data integrity, c'est-à-dire une parfaite traçabilité de l'ensemble des étapes de production au service d'une exigence qualité accrue, mais aussi au service de gains de compétitivité substantiels puisque ça nous permet d'agir en amont en termes de maintenance, d'être dans de la maintenance prédictive et de combiner à la fois compétitivité et data integrity. D'après des précisions de Pharma 5,
Des outils de monitoring à distance et en temps réel installés dans tous les compartiments de l'usine permettent la gestion des flux liquides, la qualité de l'air, de pression, d'humidité, de température, tout en assurant une traçabilité parfaite de l'ensemble des processus. Rappelons qu'en 2022, ce laboratoire a produit plus d'1 milliard d'unités de médicaments répartis sur environ 200 références. Ces médicaments sont distribués dans plus de 4 pays, principalement en Afrique. Retour maintenant sur les championnats du monde amateurs femmes de boxe qui se sont disputés du 15 au 26 mars à New Delhi en Inde. Sur place, c'était l'effervescence. De nombreux athlètes ont répondu présents, des athlètes venant notamment du continent africain. José Douglas. D'abord, l'équipe indienne a reçu le trophée de la meilleure équipe du tournoi avec 4 médailles d'or, devant l'équipe chinoise 3 médailles d'or et l'équipe russe avec 1 médaille d'or. Mais notre continent était aussi bien représenté avec Iman Khelif d'Algérie, médaillé d'argent lors des éditions précédentes, mais a été éliminé par Anyango Asiko-Fwiza du Kenya au premier tour. C'était aussi un grand jour pour le Cameroun puisque Mireille Benzi a éliminé sa rivale turkmène Guizada Jora Kuilieva au point 4-0. Elle faisait ses débuts au championnat du monde. C'est mon premier combat international et je devais vraiment aller le chercher, surtout les 2 derniers rounds. Je devais montrer le meilleur de moi-même et je pense que j'ai plutôt bien fait. Je suis vraiment contente de pouvoir aller de l'avant avec les compétitions. Mireille s'est qualifiée pour les 8e de finale, mais n'a pas pu aller jusqu'au bout. Elle détient la double nationalité car elle vit et s'entraîne au Canada, mais tenait à représenter le Cameroun à l'international. Depuis que j'ai commencé la boxe, c'était toujours comme une considération. J'ai toujours voulu représenter le Cameroun. J'ai l'impression que c'est encore plus significatif pour moi parce que j'ai l'impression que les pays africains ne sont pas très représentés sur la scène internationale. Parmi les autres athlètes à ces championnats du monde de boxe féminine IBA, à noter la présence de la Tanzanienne Rama Maganga, Sarah Agaigat Jou de la Sierra Leone qui a perdu au point contre Joana Gomez du Venezuela. Présence aussi de la Cap-Verdienne Ivanusa Gomez Moreira et celle qui monte dans la discipline, c'est la pugiliste marocaine Khadija El Mardi, plus de 81 kilos, qui a été sacrée championne du monde des poids lourds dimanche soir à New Delhi, la capitale indienne, après avoir battu la Kazakh Goujé Baeva Lassat. L'équipe marocaine de boxe féminine était composée de Yasmine Moutaki, moins de 48 kg, Widad Bertal, moins de 54 kg, et Rabab Cheddar, moins de 50 kg, et a remporté la médaille de bronze après avoir atteint les demi-finales. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.